Qui décide si vous existez ou non? Dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, il y a eu un moment où cette question existentielle ne se décidait pas dans les salles d'audience, ni dans les bureaux de la Maison-Blanche, ni même à la bourse de Wall Street. Elle se décidait dans une pièce spécifique, à l'intérieur d'une maison qui, de l'extérieur, semblait presque modeste comparée au palais qui avait poussé autour d'elle. Ce n'est pas simplement une histoire de briques et de marbre, c'est l'histoire d'une femme qui, d'une seule signature sur un carton d'invitation, pouvait élever une personne au sommet de la pyramide sociale ou détruire sa réputation pour toujours. Bienvenue à Newport, Rhode Island, un lieu où l'air est imprégné du sel de l'Atlantique et de l'odeur des vieilles fortunes. Nous nous tenons devant les grilles du manoir Beechwood. Si vous regardez les bâtiments voisins, les gigantesques monuments de marbre comme The Breakers ou Marble House, Beechwood pourrait vous sembler étonnamment sobre. Une façade crème, des lignes classiques, un style italien. Pas de gargouilles criardes, pas de portail doré de 3 étages de haut. Mais ne laissez pas cette modestie extérieure vous tromper. En 1881, lorsque cette maison est passée aux mains de nouveaux propriétaires, elle est devenue le bastion le plus imprenable de l'hémisphère occidental. C'était une forteresse. Et le commandant de cette forteresse était une femme dont le nom était prononcé à voix basse, avec un mélange de révérence et de terreur. Caroline Schermerhorn Astor. Alors que d'autres riches construisaient des maisons pour crier leur richesse, Madame Astor, comme on l'appelait, simplement Madame Astor, sans prénom, comme si elle était la seule au monde, utilisait Beechwood pour garder le silence. Elle n'avait pas besoin de preuves de son statut. Elle était elle-même la preuve. Mais pourquoi cette femme, possédant une fortune qui, convertie en argent moderne, se chiffrerait en milliards, ressentait-elle une menace constante? Pourquoi a-t-elle transformé sa maison d'été en un filtre de plus complexe, à travers lequel seuls les élus pouvaient passer? À l'intérieur de cette maison se trouve une salle de bal. Et dans cette salle, il y a une particularité architecturale qui a changé l'histoire sociale de l'Amérique. Cette salle pouvait accueillir exactement 400 personnes. Pas 401, pas 450, exactement 400. Si vous étiez le 401e, vous restiez dehors, au sens propre comme au figuré. Aujourd'hui, nous passerons par ces portes. Nous verrons les miroirs qui ne reflétaient pas seulement des visages, mais la peur de perdre sa place dans la vie. Nous toucherons les rampes par lesquelles descendait un homme dont la vie s'achèverait tragiquement dans les eaux glaciales de l'Atlantique, à bord du Titanic, 30 ans plus tard. Nous verrons comment Beechwood est devenu la scène de la dernière grande bataille de la vieille aristocratie contre le monde naissant des requins industriels. Il semblait impossible que ce monde s'effondre. Il semblait que les parquets de Beechwood sentiraient éternellement le glissement des chaussures de soie des élus. Mais l'histoire, comme nous le savons, aime l'ironie. Ce qui fut créé comme un symbole d'éternité et d'exclusivité est devenu un monument à l'orgueil humain et à l'inéluctabilité du changement. Dans les 20 prochaines minutes, nous n'allons pas simplement explorer les intérieurs. Nous allons disséquer l'anatomie du pouvoir. Nous découvrirons comment une seule maison est devenue le centre de l'univers pour l'élite de l'âge d'or, et le prix terrible que ses habitants ont dû payer pour le droit de s'asseoir sur le trône. Pourquoi Caroline Astor, femme au regard glacial et au corsage orné de diamants, a-t-elle choisi précisément ce promontoire rocheux surplombant l'océan? Que voyait-elle en contemplant l'étendue infinie du bleu de l'eau que les autres ne voyaient pas? Et comment cette maison, destinée à protéger sa famille de la vulgarité du Nouveau Monde, est-elle finalement devenue le témoin de l'effondrement de tout ce en quoi elle croyait? Pour comprendre cela, nous devons remonter le temps. Non pas au moment de l'achat de la maison, mais bien plus tôt. Nous devons comprendre de quelle étoffe l'âme de cette femme était tissée.
Car Beechwood n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est l'incarnation physique de son esprit, de ses peurs et de sa volonté absolue, inébranlable. L'histoire ne commence pas avec les fondations, mais avec le sang. Pour véritablement comprendre le phénomène de Beechwood et cette guerre froide qui se déroulait entre ses murs, il faut remonter le temps et regarder dans les yeux la femme qui l'a choisie. Caroline Webster Schermerhorn est née le 22 septembre 1830 dans une famille qui, pour New York, signifiait plus qu'une dynastie royale. Notez le nom de famille, Schermerhorn. Il s'agissait des soi-disant Knickerbockers, les descendants des premiers colons hollandais. Ils possédaient des terres à Manhattan à l'époque où les moutons y paissaient encore, et non les gratte-ciels. Pour Caroline, le monde se divisait en deux parties inégales. Ceux dont les ancêtres étaient arrivés avant la guerre d'indépendance, et tous les autres. Elle a grandi avec la conviction que le statut social n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. C'est quelque chose avec lequel on naît, comme la couleur des yeux ou la forme du nez. En 1853, un événement qui jette les bases de notre histoire a lieu. Caroline épouse William Backhouse Astor Jr. Ce ne fut pas un mariage d'amour passionné, mais une fusion de corporations. Les Astor possédaient des fortunes colossales, amassées grâce aux fourrures et à l'immobilier. Mais aux yeux des vieilles familles hollandaises, ils restaient encore légèrement, insuffisamment raffinés. Les Schermerhorn, eux, avaient une réputation impeccable, mais moins de liquidité. Cette union créa un monstre d'influence absolue. Caroline obtint une ressource illimitée pour réaliser ses ambitions. Mais contre qui allait-elle se battre? Le monde autour d'elle changeait rapidement. Après la fin de la guerre civile, en 1865, l'Amérique connaissait un boom industriel. De nulle part surgissaient des gens au nom de Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie. Ils construisaient des chemins de fer, extrayaient de l'acier et pompaient du pétrole. Leur fortune grandissait à une vitesse effrayante, éclipsant les revenus de la vieille aristocratie. Pour Caroline, ces gens étaient des barbares, assaillant les portes de Rome. Ils mangeaient trop vite, parlaient trop fort et portaient trop de diamants. Caroline y voyait non seulement un mauvais goût, mais une menace existentielle. Elle croyait sincèrement être la gardienne de la civilisation. Si l'on permettait à l'argent de déterminer le statut, raisonnait-elle, la société sombrerait dans le chaos de la vulgarité. C'est alors qu'elle conçut une stratégie aussi géniale que cruelle. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas empêcher les nouveaux riches de gagner de l'argent. Elle ne pouvait pas leur interdire de construire des palais, mais elle pouvait les priver de l'essentiel, la reconnaissance. Elle pouvait rendre leur richesse socialement inutile. À quoi bon avoir 10 millions de dollars si les portes de la seule maison qui compte sont fermées sous votre nez? Caroline décida de devenir la principale portière de l'Amérique. Elle transforma sa vie et ses maisons en bastions imprenables de l'étiquette. C'était un jeu de survie, où les armes n'étaient pas des épées, mais des cartes de visite et des invitations à dîner. Elle était une figure complexe. D'un côté, une tyranne arrogante, refusant de reconnaître la réalité. De l'autre, une femme cherchant à préserver un monde qu'elle comprenait et qui s'effondrait sous la pression du progrès. Elle n'était pas simplement snob, elle était l'idéologue de l'ancien ordre. Et pour réaliser son plan, elle avait besoin d'une tête de pont. Elle avait besoin d'un endroit où elle pourrait physiquement séparer le bon grain de l'ivraie. Cet endroit devait être Newport. Et c'est ici, au bord de l'océan, qu'elle commença à bâtir sa défense, s'appuyant sur un homme qui l'aiderait à transformer la vie sociale en une science exacte. Pour réaliser son plan grandiose, Caroline avait besoin d'un stratège. Elle manquait de flexibilité. Elle était trop monumentale, comme une statue.
Elle avait besoin d'un homme qui connaîtrait chaque généalogie et chaque salle secret de New York. Cet homme fut Samuel Ward McAllister, un gentleman du Sud, ne possédant pas une fortune immense, mais doté d'un goût impeccable et d'une passion maniaque pour les détails. Leur union devint un tournant dans l'histoire de l'élite américaine. Si Caroline était la reine, McAllister devint son chancelier. Ensemble, ils décidèrent de transformer le concept abstrait de société en un club fermé, avec des règles strictes. En 1881, cette alliance prit une forme physique. Caroline acquit le manoir Beechwood des héritiers de Daniel Parish. Le choix était profondément symbolique. Tandis que les Vanderbilt achetaient des terres pour ériger des mausolées de marbre, criant leur richesse, Astor acheta une maison avec une histoire, construite dès 51. Elle n'avait pas besoin de l'éclat de la nouveauté. Elle avait besoin de la patine du temps. Mais la vieille maison nécessitait une adaptation à ses nouvelles ambitions impériales. Elle engagea l'architecte Richard Morris Hunt, l'homme qui avait façonné l'apparence de l'Amérique de cette époque, et lui confia une tâche qui ne semblait simple qu'à première vue. Elle n'avait pas besoin d'une simple rénovation. Elle avait besoin d'une scène pour un tribunal. Hunt dépensa 2 millions de dollars pour la reconstruction, ce qui, converti au taux de change actuel, représente des dizaines de millions. Le changement principal fut l'ajout d'une nouvelle aile avec une salle de bal. Et ici, le calcul froid de McAllister et la volonté de faire d'Astor fusionnèrent. Ils calculèrent mathématiquement que la salle devait accueillir confortablement exactement 400 personnes, pas plus. Ce nombre, 400, devint magique et fatal à la fois. McAllister déclara publiquement « À New York, il n'y a qu'environ 400 personnes qui font réellement partie de la société. » Ce fut une décision marketing géniale. En limitant l'espace physique de la salle de bal à Beechwood, ils créèrent une pénurie artificielle de dignité. Désormais, chaque millionnaire du pays se réveillait avec une seule pensée: ne pas être le 401e. Beechwood cessa d'être une simple résidence d'été. Il devint un filtre, séparant les élus des plébéiens, et c'est ici que les vieilles traditions rencontrèrent une nouvelle et impitoyable mécanique sociale. Quand un invité franchissait le seuil de Beechwood, il comprenait instantanément la différence entre une maison simplement riche et la résidence d'un monarque. La sobriété extérieure de la façade cédait la place à l'éclat éblouissant des intérieurs, inspiré du Versailles français. L'architecte Richard Morris Hunt avait conçu l'enfilade de pièces de manière à ce que chaque pièce suivante intensifie la crainte du visiteur. Les murs étaient recouverts de panneaux blancs, ornés de lourdes moulures dorées, et d'énormes miroirs, placés face à face, créaient l'illusion effrayante d'un couloir infini. Dans ce labyrinthe de miroirs, les reflets des diadèmes sertis de diamants se multipliaient à l'infini, créant l'effet de la présence d'une foule de milliers de personnes, même si la pièce était vide. L'air y sentait toujours un mélange de roses fraîches de serre, apportées le matin, et de cire d'abeilles coûteuses, dont les domestiques frottaient les parquets jusqu'à les rendre glissants comme de la glace. Le cœur et les poumons de cet organisme étaient la salle de bal elle-même. C'était un espace d'une géométrie parfaite, calculé avec une précision chirurgicale. D'énormes lustres de cristal pendaient du plafond, comme des cascades de glace figées, inondant d'une lumière électrique impitoyable le parquet fait de bois rares. Il n'y avait pas de coin sombre où l'on pouvait se cacher du regard scrutateur de la maîtresse de maison. Tout était visible. Des dizaines de domestiques en livrée bleue, la couleur emblématique de la maison Astor, se déplaçaient en silence absolu, comme des fantômes, servant du champagne et disparaissant dans les murs. Cette armée invisible assurait un rythme de vie impeccable, où aucune serviette ne pouvait être de travers.
Mais l'outil psychologique le plus puissant était la zone de réception. Caroline Astor ne rencontrait jamais ses invités à la porte. Elle les attendait au fond de la maison, debout sous un immense portrait d'elle-même, peint par le célèbre artiste Carolus Duran. Cela créait un effet de double présence écrasante. La reine vivante et son image majestueuse et immortelle regardaient simultanément le nouveau venu. L'invité devait traverser toute la salle, sentant sur lui les regards de centaines d'yeux de concurrents, pour s'approcher d'elle. Le mobilier de style Louis XIV, les lourdes tentures de velours couleur vin, les cheminées de marbre, où même en été brûlaient en feu, chaque détail criait légitimité et éternité. Beechwood n'était pas conçu pour le confort, mais comme un temple du culte de la personnalité, où chaque chaise et chaque vase servait un seul but: vous faire sentir votre insignifiance devant la grandeur de Madame Astor. Derrière la façade impeccable de Beechwood, où chaque geste était calculé, se cachait un vide personnel assourdissant. William Backhouse Astor Jr., l'homme dont l'argent payait ce spectacle, le détestait de toutes les fibres de son être. Il qualifiait ouvertement la vie à Beechwood d'insupportable et s'échappait sur son immense yacht ambassadresse, préférant le vent salé et la compagnie de femmes de réputation douteuse à l'étouffante étiquette de sa femme. Caroline restait seule sur son trône. C'est là que réside la tragique ambivalence de sa figure. Elle était la reine toute puissante de la société, mais une solitaire absolue dans son propre mariage. Nous devons nous demander, était-elle une héroïne, protégeant la culture de la vulgarité, ou une tyranne, sacrifiant le bonheur de ses proches pour une idée abstraite d'élitisme? Le catalyseur de la catastrophe fut une femme que Caroline avait refusé de remarquer pendant des années, Alva Vanderbilt. Ce fut une guerre de deux mondes, et Alva frappa au point le plus vulnérable, le cœur maternel. En 1883, la fille de Caroline, la jeune Carrie, rêvait d'assister au grand bal costumé des Vanderbilt. Elle préparait son costume, répétait la quadrille. Mais le jour de l'envoi des invitations, l'enveloppe pour les Astor ne vint pas. Alva porta un coup tactique génial en déclarant « Je ne peux pas inviter Miss Astor, car Madame Astor ne m'a jamais rendu visite, ni laissé sa carte de visite. » C'était un ultimatum. Caroline fut confrontée à un choix impossible. Préserver sa fierté et ses principes, mais briser le cœur de sa fille bien-aimée et en faire une paria parmi la jeunesse, ou s'humilier publiquement devant une parvenue. Le moment où le carrosse noir de Caroline Astor franchit les grilles de la maison Vanderbilt pour y déposer un minuscule morceau de carton marqua le début de la fin d'une époque. Ce fut un acte d'amour maternel, mais aussi un acte de capitulation. La reine cligna des yeux. Pour la première fois, le sentiment humain l'emporta sur le règlement de fer. Mais cette faiblesse brisa fatalement les fondations sur lesquelles reposait Beechwood. L'illusion d'inviolabilité s'évanouit. Les portes étaient ouvertes. La visite chez les Vanderbilt ne fut que la première fissure dans le barrage. Le XXe siècle fit irruption dans les portes de Beechwood, balayant les conventions que Caroline avait établies pendant des décennies. En 1908, la reine de la société décéda. Pour la première fois depuis un quart de siècle, un silence absolu, assourdissant, régna dans la salle de bal de Beechwood. La maison, qui avait été un instrument de pouvoir, fut orpheline. Elle passa à son fils, le colonel John Jacob Astor IV. Et cette transition marqua une transformation radicale de l'essence même de l'héritage des Astor. John Jacob était un homme d'une toute autre époque. Si sa mère regardait le passé, essayant de le conserver, Jack, comme l'appelaient ses proches,
était obsédé par l'avenir. Il était un inventeur, ayant breveté un frein de bicyclette et un vibrateur pour le revêtement routier. Il écrivait des romans de science-fiction sur la vie sur Saturne et Jupiter. Il se sentait à l'étroit dans le corset étouffant de l'étiquette maternelle. Beechwood cessa d'être une forteresse de snobisme et devint la maison d'un homme en quête de bonheur personnel. À 50 ans, allant à l'encontre de toutes les règles de la société, il divorça et épousa la Madeleine Force, âgée de 18 ans. Ce fut un scandale qui aurait fait se retourner Caroline dans sa tombe, mais Jack s'en moquait. Pour échapper au commérage, le couple entreprit un long voyage en Égypte et en Europe. La crise qui changea à jamais le destin de Beechwood et de toute la dynastie ne survint pas dans la salle de bal, mais au milieu de l'Atlantique Nord. Au printemps 1912, Jack et Madeleine, enceintes, rentraient chez eux pour commencer une nouvelle vie à Beechwood rénovée. Ils avaient acheté des billets pour le paquebot le plus luxueux de l'histoire, le Titanic. Dans la nuit du 15 avril, une catastrophe se produisit qui anéantit tous les plans. Selon les témoignages des survivants, John Jacob Astor fit preuve de cette même noblesse dont sa mère ne faisait que parler. Il aida sa jeune femme à monter dans le canot de sauvetage numéro 4. Il demanda à l'officier s'il pouvait l'accompagner, compte tenu de sa situation délicate. Ayant reçu un refus, il ne discuta pas, n'essaya pas d'acheter une place, n'utilisa pas son nom, qui ouvrait toutes les portes à New York. Il recula simplement, alluma une cigarette sur le pont et resta attendre la fin avec le navire. Le passager le plus riche du Titanic, le propriétaire de Beechwood, un homme dont la fortune était estimée à 87 millions de dollars, périt, écrasé par une cheminée tombante du navire. Son corps fut retrouvé plus tard. Dans ses poches se trouvait une montre en or et plusieurs milliers de dollars qui, dans l'eau glacée, ne valaient rien. Beechwood attendait un propriétaire qui ne revint jamais. La tragédie transforma cette maison, de symbole d'arrogance, en monument à la fragilité humaine. Tout l'or, toute l'étiquette, toutes les listes de 400 noms se révélèrent impuissants face à la froide fureur de la mort. L'ambition fut remplacée par le chagrin et la grandeur par le vide. Aujourd'hui, si vous vous promenez sur la promenade Cliff Walk à Newport, vous verrez Beechwood, toujours perché sur la même falaise, balayé par les mêmes vents salés de l'Atlantique. Mais l'histoire de cette maison a accompli un cercle étonnant, presque mystique, qui transforme la biographie de la famille Astor en une parabole universelle sur le temps, l'orgueil et le véritable prix de l'héritage. Après la mort de John Jacob Astor IV sur le Titanic, la maison fut orpheline. La veuve Madeleine y vécut quelque temps, mais l'époque qu'incarnait ce manoir sombra avec le paquebot. Le XXe siècle fut impitoyable envers les vieux palais. Beaucoup furent détruits, d'autres transformés en immeubles d'appartements ou en musées avec de vulgaires souvenirs. Beechwood connut aussi une période d'humiliation, servant de scène à des représentations théâtrales où des acteurs incarnaient ceux qui, jadis, y décidaient du sort du monde. Il semblait que l'esprit de Caroline Astor était définitivement bafoué. Cependant, en 2010, un événement se produisit que l'on peut qualifier d'ironie de l'histoire ou de rétablissement de la justice. Le manoir fut mis en vente et acquis pour 10,5 millions de dollars. L'acheteur fut Larry Ellison, cofondateur de la corporation Oracle, l'un des hommes les plus riches de la planète, un homme qui avait fait fortune dans la technologie, cette même industrie qui avait définitivement détruit l'ancien monde de l'aristocratie. Imaginez le visage de Caroline Astor si elle avait su que son temple sacré avait été acheté par un homme dont la richesse n'était pas créée par la terre ni par la fourrure, mais par un code logiciel invisible. Pour elle, il aurait été pire qu'un Vanderbilt. Il aurait été un extraterrestre. Mais c'est précisément cet étranger
qui accomplit ce que les héritiers de l'ancienne fortune n'eurent ni les moyens ni la volonté de faire. Ellison investit plus de 100 millions de dollars dans la restauration de Beechwood. Il ne démolit pas les murs, ni ne le transforma en villa high-tech. Au contraire, il restaura chaque détail avec une précision fanatique, rendant à la maison sa grandeur originale, afin d'y abriter sa collection d'art des XVIIIe et XIXe siècles. La boucle était bouclée. L'argent de la nouvelle ère sauva un monument de l'ancienne ère. Cela nous enseigne la leçon principale. La lutte entre l'argent ancien et nouveau, à laquelle Caroline consacra toute sa vie, est insignifiante face à l'éternité. Le capital n'a ni odeur ni âge. Il n'a qu'une fonction: créer ou détruire. Beechwood survécut non pas grâce au snobisme de sa créatrice, mais parce que la beauté qu'elle tentait de monopoliser se révéla finalement plus forte que ses préjugés. Que nous apprend cette histoire aujourd'hui? Nous regardons Beechwood et y voyons le miroir de nos propres ambitions. Caroline Astor inventa une liste de 400 personnes pour créer l'illusion d'exclusivité. Aujourd'hui, cette liste a muté. Nous ne faisons plus la queue pour une salle de bal à Newport, mais nous nous efforçons tout aussi désespérément d'entrer dans des chats privés, d'obtenir une coche de vérification sur les réseaux sociaux ou de voir notre nom dans la liste Forbes. La mécanique de la vanité humaine n'a pas changé en un siècle et demi. Seuls les décors ont changé. Nous craignons toujours d'être le 401e, l'indésirable, l'inaperçu, celui laissé à la porte. L'histoire de Beechwood est un rappel que toutes les listes et les classements finissent en poussière. La seule chose qui demeure, c'est ce que nous avons créé et la manière dont nous sommes partis. En fin de cette saga, on se souvient d'une grande image littéraire, créée quelques années seulement après la mort de Jack Astor. Jay Gatsby, regardant la lumière verte de l'autre côté de la baie. Les Astor furent ceux qui allumèrent cette lumière pour toute l'Amérique. Ils créèrent le mythe d'une grandeur inaccessible. Mais comme dans le roman de Fitzgerald, ce mythe se révéla fragile. Caroline mourut dans la solitude de sa grandeur. Jack périt en faisant preuve d'une humanité qu'on ne lui avait pas enseignée. Et leur maison appartient désormais à l'homme qui a réécrit les règles du jeu. Beechwood se dresse aujourd'hui comme un témoin silencieux du fait que nous ne possédons pas vraiment les choses. Nous ne sommes que des gardiens temporaires. Nous louons notre place dans l'histoire, en la payant par nos actions et non par nos comptes bancaires. Les murs de ce manoir ont entendu le froufrou des robes de soie, le tintement des verres de cristal, les cris « à l'aide » des naufragés de l'océan et le bourdonnement discret des serveurs de la nouvelle ère numérique. Mais si vous sortez sur la terrasse et fermez les yeux, vous n'entendrez qu'une seule chose: le bruit des vagues se brisant sur les rochers. Le même son que Caroline Astor entendit lorsqu'elle posa le pied pour la première fois sur ce rivage. L'océan se moque de qui vous êtes, reine de la société ou chauffeur de navire. Et dans cette grande indifférence de la nature réside la seule vraie liberté. L'histoire des Astor et de leur maison est achevée. Mais la leçon selon laquelle la dignité est plus importante que le titre et l'héritage plus important que la richesse vivra éternellement, tant que ces murs tiendront.